qui est chef de service à l'hôpital d'enfants Harouchi à Casablanca, que vous connaissez de par ses travaux essentiellement sur les déficits immunitaires. Dr Bousfiha va nous parler de son expérience concernant les dilatations de bronches chez l'enfant, qu'elles soient primitives et je crois beaucoup plus secondaires. Merci professeur. Merci beaucoup chers collègues, chers amis. Je suis très heureux d'être parmi vous dans ce congrès aussi de langue française. Nous avons bien sûr nos amis collègues d'Afrique, donc contrairement à l'habitude de parler avec cette belle langue de Molière. Alors, mon topo est la dilatation de branches qu'on appelle en arabe prosab. Et mon topo, mon objectif, c'est essayer de vous donner quelques repères cliniques, 3 d'ailleurs, que je vais répéter plusieurs fois, des choses, situations habituelles, qui vont nous permettre de déceler ces dilatations de branches précocement. Alors, je vais voir. Donc, il y a un retard diagnostique. Chers amis, la régie, monsieur Benem, ça ne passe pas. Précoce, c'est entre l'âge de 1 et 2 ans. Et la TDM est faite en moyenne jusqu'à l'âge de 7 ans. La TDM, quand on a pensé à la dilatation de branche, un grand écart. Et les lésions ont déjà progressé pendant cette période. On doit donc... oh là là, ce n'est pas passable. Parce que c'est une pathologie qui est un peu négligée aussi, il faut le dire. On se dit, bon, il n'y a rien à faire, pourquoi s'acharner à la confirmer, à la suivre, etc. Donc, on n'est pas très chaud pour faire un diagnostic et surtout traiter. Mais il faut être convaincu qu'avec un diagnostic précoce, avec une prise en charge, on améliore au moins la qualité de vie. Sinon, pour les choses acquises comme les corps étrangers, on peut carrément guérir cette source de... Et donc la grande question de la pédiatre qui a des enfants qui toussent et qui n'arrivent, quand est-ce qu'on va faire cette TDM tout en sachant qu'elle va nous déranger quant au... Oh là là, parce qu'elle est très irradiante. Bon. Donc je vais très rapidement passer en revue la fréquence et je vais vous surprendre par un chiffre faramineux concernant les dilatations de branches à Casablanca. Monsieur, est-ce que ça part chez nous ou bien ça part chez vous? Lorsque vous... De la sémiologie, je vais vous montrer des éléments de la sémiologie, de la dilatation de branches. Mais une sémiologie syndromique, il y a des syndromes qui sont connus. Et puis on va parler des signes en rapport avec l'étiologie. Donc une sémiologie étiologique, la radio, et une classification sémiologique à la fin. Bien, l'épidémiologie, par exemple, parmi les enfants des indigènes d'Australie, 1 sur 65 enfants a une dilatation de branche. Et ça fait, et puis dans d'autres études, vous avez les références en bas, 7 pour 1000. Si on prend 7 pour 1000, qui est moins fréquente que 1,65, eh bien en 2020, en tenant compte des statistiques du Haut Commissariat au Plan, nous avons quelque chose comme 1 800 000 enfants dans la région du Grand Casablanca, moins de 15 ans. Eh bien, imaginez-vous qu'on aura, qu'est-ce que c'est ça? On aura 12 650 TDB qui sont parmi nous dans le Grand Casablanca. D'accord? Il y a beaucoup d'enfants qui ont une dilatation localisée, généralisée, etc. Donc il faut faire attention, et puis plusieurs personnes ont déjà, il y a plusieurs années, tiré la sonnette d'alarme que la DDB n'est plus une maladie orpheline. La dilatation de branche, c'est une pathologie de santé publique à laquelle il faut s'intéresser. Ici, pour vous montrer très rapidement que dans notre service, c'est essentiellement la pathologie respiratoire avec la dette immunitaire et les dilatations de branches sont bien présentes. Je passe rapidement pour vous dire seulement que 60 à 70% des malades que nous hospitalisons sont des malades de pathologie respiratoire. Un mot très rapide, parce que mon topo c'est la clinique, mais des choses que vous connaissez, il y a une maladie sous-jacente, un corps étranger, déficit immunitaire, mucoviscidose, etc. Cette maladie va donner
des lésions, destruction de la muqueuse, puis les fibres élastiques, puis le cartilage et le muscle. Ensuite, c'est un cercle vicieux. Je ne vous donne pas beaucoup de choses nouvelles ici. Et puis, il y a l'inflammation, la surinfection. Et tout ceci remonte, va aggraver les lésions et il va entraîner beaucoup de problèmes. À la fin, il y aura une hypertension artérielle pulmonaire. Ça, c'est pas bien. Avec des hémoptysies, insuffisance respiratoire chronique. Et tout ceci va retentir sur la maladie. Donc, il y aura la maladie de mucoviscidose, il y aura une deuxième maladie d'irritation de branche qui aura son histoire propre à elle, qui va s'aggraver. Donc, la clinique, la bronchorée, oui, mais c'est tardif. Alors, quels sont les signes? La grande question qui a été posée, c'est quels sont les signes cliniques? Merci, M. Benali, ça marche très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, donc, quels sont les signes cliniques qui sont corrélés à la TDM? Parce que le gold standard, c'est la TDM, on est tous d'accord, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Eh bien, c'est ces trois situations que je vous demande de retenir. Une toux grasse, parfois bronchorée, mais une toux grasse qui ne répond pas à 4 semaines d'antibiotiques. Vous voyez, ces enfants qui toussent, c'est grave, on essaie avec une antibiothérapie après. Ça ne part pas. Ça, c'est très corrélé à une irritation de bronche. La deuxième situation, c'est une entité un peu bizarre que je vais vous définir. Ça s'appelle la bronchite bactérienne prolongée récurrente. Donc, c'est des bronchites qui traînent et puis qui vont s'arrêter quand on utilise par exemple du Bactrim. 2 semaines de Bactrim, ça s'arrange. Ça reprend après 1 ou 2 mois, 3 fois. Si ça reprend 3 fois, c'est une dilatation de branche jusqu'à preuve de contraire. Et là aussi, les études ont montré qu'il y a une corrélation avec une toux qui persiste 3 semaines après la sortie d'une bronchiolite. Un bébé de 9 mois qui a une bronchiolite. D'accord? Il sort de l'hôpital. Déjà, l'hôpital, c'est une bronchiolite sévère. On peut l'essayer d'être. Cette bronchiolite, elle sort, et après, vous allez avoir en consultation, s'il continue à tousser 3 semaines après, c'est corrélé à une dilatation de branche. 3 situations. Une toux grasse qui résiste à 4 semaines d'antibiotiques, une bronchite bactérienne que je vais vous définir 3 fois par an, et 3 semaines après une sortie de c'est cette bronchite prolongée qui est classiquement en anglais, elle s'appelle la prolonged bacterial bronchitis, qui est définie comme ça. C'est une entité qui n'est pas pédiatrique. C'est une toux grasse isolée, avec une conservation de l'état général, qui dure 4 semaines et qui répond à un traitement antibiotique. Voilà, elle est comme ça, elle n'a pas d'autre définition. Si cette situation se répète 3 fois, c'est une dilatation. Jusqu'à preuve de contraire, bien sûr, pas à 100%, mais il faut demander une TDM. Ça vaut le coup d'irradier un peu l'enfant parce que c'est très utile pour lui. Et la radio du thorax aussi, c'est un peu corrélé quand il y a un épaississement par un radiologue pédiatre. Il dit attention, j'ai le doute, il y a un épaississement branché. Ça ne définit pas le début, mais c'est un bon signe pour lequel demander une TDM. Donc récapitulons, 3 situations, toux grasse plus de résistant à 4 semaines d'antibiotiques, cette bronchite bactérienne prolongée 3 fois par an, et une toux qui persiste après 3 semaines d'une bronchiolite sévère. Les autres signes, vous les connaissez, les infections répétées avec des images radiologiques, toujours le même foyer, même endroit, je veux dire, le raclement de la gorge, dyspnée, signe d'hyperréactivité bronchique, l'asthme. Et puis tardivement, vous avez des répercussions sur la croissance, l'hypocratie digitale, je vous apprends rien. Puis il y a des maladies, des associations syndromiques. Il y a des ongles jaunes, yellow nail, avec un lymphodème. Vous avez un godet et vous avez des ongles jaunes, ça définit cette maladie. Voilà, des ongles jaunes, et vous regardez le godet sur. Puis il y a le syndrome de Marfan que les pédiatres connaissent, l'arachnodactylie, micrognatisme, parfois vous avez des scolioses, et là, vous avez ces enfants qui arrivent à faire seul ce geste-là, et il oppose le pouce, il l'envoie vraiment vers le bord intérieur de la main. C'est très difficile. Essayez, vous n'allez pas pouvoir faire. Emmenez le pouce comme ça, qui sort de l'autre côté.
Là, c'est le Marfan, puis le syndrome de Pierre-Robin, vous connaissez le méga. Attention, celui qui est ici, il a la triade, le syndrome de Pierre-Robin, voilà une photo, c'est le rétrognatisme, l'ossopno et la fente palatine. Et la fente palatine avec un rétrognatisme. Il y a le Young syndrome, c'est une azospermie, bien sûr, on ne va pas la confirmer chez un enfant. Bon, une sinusite, mais bon, vous voyez, il y a cette maladie-là, le Usher syndrome, c'est une surdité avec une rétinite pigmentaire. Maintenant, quelques signes qui nous orientent sur le plan étiologique. Vous avez ici le mode de début par des infections inhabituelles, des infections bronchopulmonaires inhabituelles qui font suite à BV, pneumonie, ça évoque toute infection inhabituelle par sa sévérité, par sa répétition. On doit penser à un déficit immunitaire. Deuxièmement, dès les premiers mois. C'est-à-dire que les parents, vous savez, les parents, quand on vous le demande, ça commence, vous dites depuis la naissance. C'est pas toujours vrai, donc on reprend doucement, mais là, les parents sont sûrs, ça a commencé dès la naissance. Quand ça commence dès la naissance, il faut penser à la dyskinésie ciliaire ou bien une malformation. Quand c'est un début qui est brutal, c'est le corps étranger, bien évidemment. Ici, c'est notre série de 126 cas que nous venons de publier sur la revue d'enquête des maladies de l'enfant, avec un âge de diagnostic chez nous qui est entre 5 et 9 ans, relativement tard. Les autres, si par exemple la mucoviscidose, vous avez cette triade malabsorption, diarrhée, etc., les déficits immunitaires, vous avez des infections ailleurs que dans le poumon. La dyskinésie, c'est depuis la période néonatale, et parfois vous avez des fausses routes, fistules, etc. Bien, maintenant sur le plan radiologique, la radio simple, il est normal ou non suggestif. Il y a une opacité, il y a quelque chose d'anormal, mais le problème, c'est que pour le pédiatre, parfois même pour le radiologue, ça ne suggère pas une dilatation de manche. Parfois il n'y a rien, mais parfois il y a quelque chose, mais c'est quelque chose, c'est un foyer alvéolaire, pneumonie, on va traiter. Donc c'est pas très sensible cette radio. Des images tardives, les images un peu caractéristiques sont très tardives, les images en rail, kystiques, etc. Des images non spécifiques. En conclusion, c'est insuffisant. Vous voyez ici, 55% c'est l'image en gris, c'est le chest X-ray. Là, ça ne montre pas, c'est soit normal, soit ça ne montre pas un signe suggestif, même pour le radio, d'une dilatation de l'âge. Il y a une opacité, il y a quelque chose, mais la DDBR, c'est la dernière à laquelle on pense. Si on n'insiste pas auprès du radiologue en tenant compte des autres situations précoces. Mais devant une bronchorée, les choses sont en général évidentes. Mais ces trois situations que je vous ai présentées, la TDL, il y a un rapport assez intéressant que les radiologues pouvez lui demander. C'est ce rapport entre la branche et son artère. Entre la branche et son artère. Le rapport des deux diamètres, le rapport broncho-artériel, quand il dépasse 0,8, c'est-à-dire la branche est plus grande que l'artère, c'est une dilatation de branche. D'accord? Ça, c'est la référence. Bien sûr, excellente sensibilité, spécificité. Une diapo que m'a offert notre maître, professeur Tsé, radiologue pédiatre, et c'était dans une formation que notre service avait organisée en juillet. Alors, le syndrome bronchique, je ne sais pas, ma souris se déplace ici, mais elle ne se déplace pas là-bas. L'image en bas à Chaton, voilà, ces petites images, vous voyez en bas à gauche normale, vous avez à peu près l'image de la branche, en principe on ne doit pas voir, mais vous voyez la branche, et elle a la même taille, si elle a la même taille que son artère, c'est normal. Si l'artère est plus grande que la branche, c'est une hypertension artérielle plus loin. C'est l'artère qui est grande, c'est une hypertension artérielle. Si la branche qui est plus grande, alors là, c'est la dilatation et c'est le grand intérêt de ce rapport broncho-artériel. Voilà, le bague à chaton, c'est ça. Sur les statistiques qu'on avait faites, 80%
n'ont pas, des étudiants en médecine marocaine ne savent pas ce que c'est qu'une bague à chaton. Un bague à chaton, c'est ça. Pour un Français, c'est normal, c'est habituel. Bien. Des images de la TDM, vous avez les images en bague à chaton, mais vous avez aussi. Ma souris me manque. Voilà, par exemple, le chiffre 3 à gauche, vous avez des petits points blancs, c'est des artères qui sont pleines. On peut dire que c'est une branche pleine, sécrétion, sans dilatation de branche. Ce qui est anormal dans cette image, c'est le fait que cette branche est très périphérique. Cette opacité est très périphérique. On ne peut pas la voir. La branche ne doit pas être de cette taille à la périphérie. C'est pas normal. Bien. Les principales caractéristiques, ça c'est du cours des DB, augmentation de ce rapport broncho-artériel, l'épaississement bronchique, il ne définit pas les DB, les images en rail, oui, les structures, présence de structures bronchiques à la périphérie, ces petits points que je viens de vous montrer, c'est pas normal d'avoir des branches vraiment collées à la paroi, c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle aussi des impactions mucoïdes, une perfusion mosaïque traduisant le piégeage d'air, donc des troubles de ventilation périphérique, image d'un arbre avec des bourgeons, c'est l'image en rail, et qui coïncide en 3D, bien sûr on est en 3D, avec des images coupées de petites branches coupées transversalement, et en bas il y a une branche coupée longitudinalement. Ça donne un aspect d'arbre avec des bourgeons. Bien, alors je termine par cette synthèse avec de bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des stades. Le premier stade dans les dilatations de branches, c'est le stade de pré-bronchectasie. C'est bien. Nous avons un stade. Il y a des infections associées à des changements non spécifiques, par exemple un épaississement des parois bronchiques. Alors cet aspect peut régresser. C'est bien. L'épaississement peut régresser. L'enfant peut guérir. Deuxième stade. Vous avez des bronchectasies, mais seulement scalographiques. Ça peut encore régresser. C'est bien. Ça peut encore régresser. Vous avez même le rapport broncho-artériel supérieur à 0,8, mais à ce stade-là, et vous allez voir quand est-ce qu'on va dire qu'elle est définitive, mais à ce stade-là, une bonne prise en charge, précocité, c'est l'objet de mon propos, ça peut régresser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la troisième situation, c'est les lésions non améliorées après 2 ans. Ce n'est qu'après 2 ans que nous voyons après avoir diagnostiqué ces images scalographiques. Si ça ne s'améliore pas, c'est que c'est définitif. Et là, si c'est localisé, on peut proposer la chirurgie. Sinon, il faut améliorer la qualité de vie par la kiné, des antibiotiques, etc. Prendre en charge bonne prise en charge de la maladie sous-jacente. Et tout ça, on peut améliorer la qualité de vie. Et donc, vous voyez, ça peut passer d'un truc vers l'autre. Conclusion, la fréquence, où sont passés les 12 650 DDB. Nous, on a une consultation maintenant spécifique. On met les mucoviscidoses, malade mucoviscidose, qu'on prend en charge avec l'équipe de Sercari pour ce qui est de la table digestive. Et il faut s'intéresser à cette pathologie. Ce sont des enfants qui sont avec nous. Finalement, 12 000, on prend tous les cabinets privés, le CHU, tout ça. Je crois pas, on ne va pas arriver à 1000. Non, ils sont 12 000. Il y a un retard diagnostique, hein, ça commence très tôt en général, très tôt, mais on fait le diagnostic vers l'âge de 7 ans. Il y a 3 situations cliniques corrélées de l'erreur à la TDM. C'est une toux grasse qui ne répond pas à 4 semaines d'antibiotiques. Quelque chose qui est très proche, mais qui se répète 3 fois. Alors, pourquoi c'est proche? C'est une toux grasse, bien sûr, mais la bronchite bactérienne prolongée récurrente, elle répond à 2 semaines d'antibiotiques. La première, toux grasse, qui ne répond pas à 4 semaines. Ici, elle répond quand on donne 2 semaines d'antibiotiques.
notamment le code climatisation qui est conseillé dans cette situation. Mais si ça se répète 3 fois, faites une TDR. Et puis, quand vous avez hospitalisé un enfant pour bronchiolite sévère, s'il continue à tousser 3 semaines après, il faut penser à une bilan. Nous sommes dans l'âge avant de 2 ans, c'est la définition de la bronchiolite. N'oubliez pas que ça commence avant 1 an, 1-2 ans, c'est-à-dire bébé. Et plus tôt on la prend en charge, plus tôt ça guérit. Et je vous remercie. Merci, professeur Bouchira, pour cet excellent exposé. Merci, Bouchira. Vous avez habitué effectivement à ces présentations succinctes, bien pédagogiques, qui est essentielle, mais surtout une synthèse qui effectivement nous donne une idée vraiment assez claire et qui va être ancrée dans l'esprit par rapport à cette pathologie qui est quand même fréquente dans le pays. Alors je ne sais pas, est-ce que par gestion du temps, on va essayer de faire des présentations et faire des questions, ou bien comme ça, c'est peut-être mieux. C'est mieux qu'on fait les présentations, et puis après on donne une bonne plage de temps qui va rester pour les questions. À ce moment-là, on reviendra sur les orateurs en un. Donc on va passer la parole au professeur Akari, chef de service de pédiatrie à CHU Roche de Casablanca, qui va nous parler d'un sujet qui est censé bien maîtriser, à savoir les endoscopies en urgence en pédiatrie. Et on va passer c'est bien ça, donc les urgences endoscopiques digestives en pédiatrie. Merci, cher ami Simon. Le temps de mettre en place l'immense plaisir d'être parmi vous encore une fois, donc pour essayer de partager donc, quelques notions en gastroentérologie pédiatrique. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, c'est les urgences endoscopiques. Il ne s'agit pas de parler des indications d'endoscopie en pédiatrie, mais plutôt les urgences, c'est-à-dire les situations où on est amené à demander une endoscopie en urgence. Alors pour cette présentation, j'ai fait un choix et je vais la faire sous forme d'iconographie, d'image. Donc il n'y a pas de texte, mais je vais essayer de commenter dans quelle situation on est confronté. Donc Alors la première situation qui est très fréquente, c'est un saignement digestif haut situé, que ce soit hématémésoméléna, donc on est amené à demander, et surtout du son qui alarme donc les parents, on demande. Ça peut être une œsophagite peptique. Vous allez me dire, l'œsophagite peptique est d'installation progressive, mais il se peut que ce bébé ou cet enfant, il présente des symptômes chroniques en faveur d'un reflux gastro-œsophagien et qu'à un moment, il a commencé à faire de la complication œsophagite peptique. Comme vous voyez dans cette image, il est déjà au stade 4. Ça veut dire qu'on a toutes les ulcérations avec fausse membrane, comme vous voyez, mais on a le rétrécissement œsophagien. Et l'autre situation qui nous pousse à faire une endoscopie devant une hématémèse, mais cette fois-ci, l'hématémèse elle est importante, contrairement à l'œsophagite qui est résumée parfois à des vomissements striés de sang. Ça, c'est des hémorragies importantes et on les voit au CHU surtout parce que c'est des hémorragies importantes qui peuvent parfois être reçues dans un tableau de choc. Et c'est des ruptures de varices œsophagiennes. Soit c'est une rupture de varices œsophagienne inaugurale chez un enfant qui n'est pas connu porteur d'une hypertension portale, soit que c'est un enfant qui est suivi pour une infection hépatique chronique compliquée d'hypertension portale, qui fait des varices œsophagiennes et il saigne de ces varices, comme vous voyez, stade 3, un œsophage qui est truffé en grappe. Donc c'est vraiment un paquet variceux qui fait le tour. Et le traitement, c'est la ligature des varices œsophagiennes. On est amené à faire des ligatures, donc on les fait. Il y a un kit qui s'adapte beaucoup plus au fibroscope adulte et on les fait pour faire un traitement préventif de ces saignements sur varices œsophagiennes. Bien entendu, la prise en charge c'est de l'affection hépatique qui est présente. L'hypertension portale, il est de traitement très difficile, notamment chirurgical,
Mais pour parer au saignement fréquent de ces varices œsophagiennes, on est contraint d'établir un programme de ligature en guise de prévention de ces saignements qui peuvent être de lourdes conséquences, notamment, et peuvent emporter l'enfant. Une autre situation où on est amené à faire une endoscopie devant hématémèse, ça peut être une œsophagite caustique. Ça, c'est le cas d'un petit que j'ai reçu, un nourrisson de 18 mois, qui, après avoir ingéré les pastilles de déboucheur qui sont très corrosifs, et vous voyez en blanc, je ne sais pas si la souris va bouger ici, vous voyez quand j'ai fait une fibro, et je l'ai fait dans l'immédiat parce que c'était alarmant, il était en ébullition. C'est vraiment incroyable. Et c'est un enfant qui a échappé donc de justesse, les lésions étaient très évoluées, et on était contraint d'appliquer le protocole bolus de corticothérapie, et on l'a récupéré. Heureusement, il y a un recul aujourd'hui de 6 mois, il n'a pas fait de sténose, il a bien récupéré donc de ses lésions. Une autre situation de gastrite congestive qui peut être donc responsable ulcérée, qui peut être responsable d'hématémèse, c'est une cause qui est très fréquente, c'est la gastrite virale. Aussi bien chez le nourrisson, mais chez le nourrisson, ça pose un problème diagnostique avec l'allergie aux protéines de lait de vache. Chez le grand enfant, ça existe, c'est fréquent, notamment en CMV. Il y a d'autres virus qui le font. Et ces gastrites virales, par exemple, le rotavirus, il est l'apanage du bébé, du nourrisson, mais quand il survient chez un grand enfant, il s'agit beaucoup plus d'une atteinte gastrite. Donc il faut toujours être vigilant. Mais il y a des situations de gastrite à Helicobacter pylori qui peuvent faire saigner. C'est rare, mais ils peuvent faire saigner. Donc dans tous les cas, quand on fait une fibroscopie, on diagnostique, que ce soit viral ou autre, mais on profite pour faire une biopsie à la recherche d'Helicobacter pylori. Ça, c'est un cas un petit peu rare et exceptionnel. Parfois, cet enfant de 13 ans que nous avons reçu pour hématémèse de grande abondance, c'est des situations rares. On n'est pas dans le caustique, le peptique, qui est très fréquent. Situation très rare, on a fait la fibroscopie, on a trouvé cette tache-là, et à un certain moment, on a commencé à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un syndrome vasculaire, une anomalie vasculaire très rare, c'est dû à la foi. Et puis on était jusqu'à la coaguler avec le plasma argan, mais l'enfant a continué à saigner et on a été contraint de refaire une fibro. Mais cette fois-ci, une fibro a été reposée pour revoir encore qu'est-ce qui se passe. Et brusquement, on a vu qu'il y a un pertuis qui était vraiment décalé à gauche. Et on était allé voir ce pertuis, qu'est-ce que c'est. Et finalement, c'est une poche borne. Donc on s'engage. On était dans l'estomac et quand on s'est engagé dans ce pertuis, on a trouvé une poche borne et finalement on a pu, plein d'ulcérations parce que ces bornes ça ne communique pas et c'était finalement une duplication gastrique comme le montre ici le scanner et l'enfant a été opéré et il est très bien maintenant avec un recul suffisant. Ça c'est des étiologies très rares, mais on n'est pas dans le... Alors cet enfant en pédiatrie on peut... parfois, rarement, comme le cas de cette petite de 8 ans, qui est venue pour une masse épigastrique avec douleur gastrique, épigastralgie. Quand j'ai examiné, il y a une voussure épigastrique. Il est venu avec une échographie qui parle de masse probablement trichobezoare. Effectivement, ça a été confirmé quand je suis rentré par l'endoscopie, donc ça s'est confirmé. Il y avait même une extension, c'est un trichobezoare, avec extension au duodénum, donc c'est vraiment difficile et il adhère. Il ne faut surtout pas essayer de l'extirper parce que ça adhère et le traitement il est chirurgical. Et d'ailleurs la petite elle a été opérée et regardez ce qu'on a trouvé, ce trichobezoare qui épouse l'architecture de l'estomac. On a l'impression que c'est une souris, c'était impressionnant. Tout le personnel du bloc était impressionné par cet aspect de trichobezoare qui reflète en quelque sorte la géographie de l'estomac, avec une extrémité effilée, etc., qui est celle du duodénum. Cet enfant, il peut aussi venir en pédiatrie pour une dysphagie. Donc il a du mal à avaler. Vous allez me dire aussi la dysphagie peut être chronique, mais on n'est pas dans la chronique.
ça peut être une dysphagie comme ça subite. Les parents, l'enfant, il a du mal. Soit on a vu que l'enfant a avalé un corps étranger, ou bien on n'a pas vu et on fait une fibro. Donc, mais en général, les pièces de monnaie, c'est déjà une radio faite, ça montre la pièce enclavée au niveau de l'œsophage, et il faut aller l'extirper. Donc ici, l'endoscopie, ce n'est pas dans un but diagnostique, mais c'est dans un but thérapeutique. Et il va falloir, pour cet enfant, utiliser cette pince en dent de rat pour extirper cette pièce de monnaie. La pièce de monnaie, en général, surtout chez les grands, il passe et il finit par tomber dans l'estomac et puis il finit même par être expulsé. Et il faut juste surveiller l'expulsion de cette pièce de monnaie parce qu'il n'est pas nocive, ce n'est pas la pile, on n'est pas dans la pile alcaline, etc., qui risque de perforer. Mais parfois, quand il est enclavé chez les petits, ça cause une dysphagie importante. Et j'ai le souvenir d'un cas où il y avait un remaniement, c'était 3 mois, négligé, une pièce de monnaie œsophagienne. Il y avait la muqueuse qui a recouvert la pièce et c'était très difficile. Le traitement était chirurgical avec un délabrement. Heureusement, il n'a pas perforé. Alors, pour une dysphagie aiguë, oui, ça peut être une sténose, mais la sténose, c'est d'installation progressive. Ça peut être un enclavement d'un corps alimentaire sur une sténose déjà connue, ou bien une sténose qui était méconnue. Et là, le cas de cet enfant, c'était une olive qui s'est enclavée en amont d'une sténose et qui a aggravé. Donc il pouvait pas faire passer les choses, mais subitement, c'est la dysphagie totale. Rien ne passe, aussi bien les liquides que les solides. Et c'était ce corps étranger, c'est très fréquent. Mais une dysphagie, ça peut être aussi une œsophagite eosinophile. C'est ce qu'on appelle l'impaction. C'est et l'œsophagite eosinophile, il peut avoir plusieurs aspects. On peut avoir un œsophage normal, ça n'élimine pas une œsophage. Si vous avez un enfant qui a une dysphagie, vous faites la fibro et l'œsophage est normal, pensez à faire une biopsie pour rechercher une œsophagite eosinophile parce qu'un aspect endoscopique n'élimine pas. Et là, c'est des traits comme ça. Il peut réaliser cet aspect de traînées longitudinales comme celles rencontrées dans les œsophagites candidosiques, ou bien carrément cet aspect typique de l'œsophagite candidosique. Mais on peut voir aussi un aspect pseudo-trachéal avec l'œsophage qui rappelle en quelque sorte une trachée. Ça, c'est pathognomonique d'une œsophagite eosinophile. Mais aussi, l'acalazine, et l'acalazine, c'est aussi chronique. On ne peut pas, une dysphagie qui est progressive, etc. Mais vous allez me dire, les urgences endoscopiques dans tout cela. Le dernier bébé, c'était un corps étranger, c'était un bout de viande qui a été enclavé dans la partie effilée, terminée donc de cette acalasie, sachant que l'acalasie, il souffre par moment, donc c'est intermittent. Mais là, l'enfant, j'avais donc du mal, j'ai reconnu déjà que c'est, bon, ça c'est des images radiologiques après, hein, mais là, j'ai reconnu que j'ai essayé de faire le diagnostic parce qu'il y avait un œsophage qui est dilaté, il est plein d'aliments, et quand on a aspiré, il y avait le bout qui est dans la partie effilée, mais la partie effilée en général, elle cède par à-coup. C'est un signe endoscopique caractéristique de l'acalasie. Alors, exceptionnellement, chez l'enfant, on ne trouve pas de tumeur œsophagienne, mais cette fille de 12 ans, on découvre devant une dysphagie cette malheureuse masse qui s'est avérée que c'est une tumeur maligne et il a été opéré par Madame Zmouli de l'équipe de chirurgie de l'hôpital et malheureusement il a développé une sténose post-chirurgie de cette tumeur malheureuse qui est à la charnière entre l'estomac et l'œsophage et surtout beaucoup plus il fait saillir dans l'œsophage. Et l'enfant, il est toujours suivi, surtout avec des dilatations qui sont très difficiles à mener. La fibrose est telle que les dilatations, je les fais depuis plusieurs mois, pneumatiques. On est arrivé vraiment à des ballonnets de calibre beaucoup plus important et on espère encore reperméabiliser cet œsophage. Après cette situation, l'enfant, il peut venir pour un saignement bas situé. C'est des rectoragies. À ce moment-là, la situation la plus fréquente que nous recevons,
c'est des rectoragies normalement récidivantes, arrosant des selles normales chez un enfant de 4 ans jusqu'à 8 ans. C'est le polype rectal bénin. Comme c'est le cas ici, à l'endoscopie, on tombe sur cette masse-là et en général, elle est pédiculée. Regardez le pédicule et la base, elle est très solide. C'est des polypes qui peuvent saigner si vous n'avez pas vraiment. Quand vous mettez la pince l'anse diathermique, si vous n'avez pas une bonne coagulation, il faut avoir un bistouri de dernière génération qui coagule et qui coupe et qui ne laisse aucune trace de saignement. Et regardez, la base, elle était difficile, il faut vraiment en oser. Et voilà le polype qui est extirpé ici, une autre image de polype. Il y a ici des polypes qui sont déjà extériorisés à l'anus. Et ça, le diagnostic est déjà fait. Les parents, ils viennent et vous disent que c'est des rectoragies récidivantes et que l'enfant, après les selles, il y a une masse qui reste de la taille d'une pois chiche comme ça. C'est évident. Il faut le diagnostic différencier avec le prolapsus rectal. Et parfois, on a tendance à confondre avec les dilatations veineuses qui sont banales et pour lesquelles il ne faut faire aucun geste. Mais là, c'est des saignements. Les dilatations veineuses ne font pas de rectoragie. Et le prolapsus, il n'y a pas de rectoragie en général, sauf s'il y a une ulcération. Mais rectoragie récidivante avec une masse extériorisée, le diagnostic est déjà fait. Sinon, c'est l'endoscopie qui tombe sur ces images pour aller les extirper à l'anse diathermique. En général, c'est des polypes isolés, polypes rectales bénins. Parfois, la situation est très difficile et l'ablation endoscopique est très difficile et on fait appel à la chirurgie, surtout qui sont souvent proximaux, c'est-à-dire sont tout près de l'anus et on peut faire appel donc à un acte d'exérèse plus avec ligature. Une rectoragie peut aussi révéler des liquides, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que ce soit une RCH ou un Crohn, comme vous voyez dans ces images-là, les images aftoïdes, et les lésions parfois elles peuvent prendre de l'ampleur, regardez, en confluentes, et là encore vous voyez des lésions avec des muqueuses qui sont apparemment saines, et là c'est vraiment le début de l'aspect endoscopique d'une maladie de Crohn. Rarement, oui, hémorragie, attention, même si on est chez l'enfant, je parle ici de l'adolescent, et cet adolescent qui a développé donc une tumeur rectale, et puis on a trouvé qu'il y a une notion familiale de tumeur rectale. Malheureusement, c'était tardive, c'était un décès, et on peut aussi assister à des malformations vasculaires, comme vous voyez, au niveau du recto-sigmoïde. Voilà donc les situations endoscopiques dans lesquelles on peut être amené à faire une endoscopie, soit devant des symptômes comme hématémèse, et c'est le cas le plus fréquent, hématémèse méléna, ou bien une dysphagie qui doit faire éliminer en premier un corps étranger. Sinon, on peut avoir une sténose ou une œsovagite sévère, jusque-là méconnue. Sinon, on peut avoir une œsovagite caustique, mais le contexte le permet, généralement. Sinon, devant une hématémèse, c'est la gastrite virale, qui est très fréquente aussi bien chez les nourrissons que chez les grands enfants. Sinon, l'hélicobacter pylori, qui est très fréquent aujourd'hui. Et puis, pour les saignements bas situés, on parle de polype le plus souvent, mais parfois il s'agit d'une liquide. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Ghali, pour cette présentation, bien illustrée par une iconographie très riche qui fait la revue des situations dans lesquelles on a souvent besoin d'une endoscopie. Il y aura sans doute des questions ou des remarques qu'on va garder à la fin après la présentation qui va être présentée par mon ami le professeur Hassan. Donc, merci encore, professeur Abkali. Donc, maintenant, c'est le tour de la conférence du professeur Khaled Nif. Je crois que parmi vous, plusieurs personnes le connaissent. Professeur Khaled Nif est professeur de réanimation polyvalente à l'hôpital d'enfants de Tunis et il vient d'être élu président de la Société tunisienne de pédiatrie. Dr Khaled Nif a mis en place dans son service d'abord l'apport de l'échographie cardiaque
chez les enfants en réanimation et actuellement, il a mis en place l'échographie pulmonaire et son apport dans les détresses respiratoires néonatales. Donc grâce à cet examen quand même qui n'est pas nocif, qui n'est pas irradiant, il lui a permis de poser plusieurs diagnostics en urgence et de suivre les malades par l'échographie au lieu de la radiographie du thorax qui est vraiment irradiante. Merci Khaled, je passe la parole. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un immense plaisir de me retrouver ici au Maroc après 2 ans de trêve. Et je remercie tout le comité d'organisation pour cette invitation, en particulier tous les membres du comité de la CCP. Je vais vous parler de l'échographie pulmonaire réalisée par un clinicien et non pas par un radiologue. Et tout l'intérêt réside au clinicien de pouvoir répondre à une question précise immédiatement quand il la pose pour pouvoir gérer le patient et pouvoir évoluer dans son raisonnement. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de technicité, de savoir seulement que les faisceaux ultrasons sont absorbés par tout ce qui est osseux, donc il y aura un condambre postérieur. Ça, c'est des notions qu'on a apprises en médecine. Qu'en milieu tissulaire, ça passe très bien, ça nous donne une bonne idée sur la morphologie. Et puis quand il y a de l'air, et c'est ça qui a entravé l'utilisation de l'échographie au niveau pulmonaire, le faisceau ultrason ne passe pas. On aura ce qu'on appelle des réverbérations. Et toute la sémiologie va se baser sur une sémiologie artefactuelle. On n'aura pas de morphologie, d'anatomie. Donc, voilà. Donc, pourquoi c'est un outil qui n'a vu le jour qu'à partir de 1995 par un Français, M. Liechtenstein, et pour la pédiatrie et la néonatologie, c'est à partir de 2010-2012 que l'utilisation est devenue de plus en plus importante. C'est un outil diagnostique attractif. Pourquoi? Comme l'a dit Dr Samoud, c'est non irradiant, c'est un outil d'apprentissage facile et il faut un minimum de 15 jours seulement pour qu'un résident puisse faire l'échographie pulmonaire. Il est d'exécution rapide si on la compare à la radiographie thorax. Certes, la radio va être faite, on a besoin de la faire développer, peut-être elle est de mauvaise qualité, on est obligé de la refaire. Pour l'échographie pulmonaire, on l'a fait polie du patient, on la refait quand on veut et c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Et toutes les études qui ont comparé l'échographie pulmonaire au gold standard, la clinique associée à la radiographie thorax, ont montré que l'échographie pulmonaire est égale, sinon supérieure au gold standard. Donc, dans les réa des néonatales des pays développés, qui restent quand même jusqu'à actuellement, pour certains, réticents à l'utilisation de l'échographie pulmonaire, parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'on est convaincu que la radio, on est habitué à voir la radio, mais dans les réa néonatales qui ont adopté cette technique d'exploration, ils ont vu la réduction de l'utilisation de la radiographie thorax dans 50% des cas et un élément important, une réduction de la dose moyenne d'irradiation par patient. Juste à titre indicatif, dans le service de réa où je travaille, on est amené à faire une radiographie de thorax une fois par jour pour vérifier la position de la sonde d'intubation,
pour voir s'il y a des modifications ou pas. Cette tendance, avec certaines difficultés, certes, pour que tous les membres de l'équipe soient convaincus, on commence à voir une réduction de l'utilisation de recours à la radiographie thorax. Donc, je viens de vous dire que ça ne demande pas une grande technicité. Tout ce qu'on a besoin, c'est une sonde linéaire à haute fréquence. C'est beaucoup mieux si on a une sonde micro-linéaire à très haute fréquence, si on a affaire à des prématurés. Chez l'adulte, chez le grand enfant, on utilise les sondes micro-convexes à faible fréquence. Donc on a besoin d'un appareil d'échographie qui ne soit pas haut de gamme, bas de gamme, parce qu'on ne va pas utiliser de Doppler. Et par convention, on divise le thorax en partie antérieure, en partie latérale et en partie en région postérieure. Alors, je vais voir si je peux utiliser mon pointeur. Donc, la région antérieure est délimitée par, si vous pouvez me montrer comment utiliser le pointeur, comme ça sera. Voilà. Donc, merci. Donc, la partie antérieure est délimitée par la ligne sternale et la ligne axillaire antérieure. La partie latérale est délimitée par la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire postérieure. Et la région postérieure est délimitée par la ligne axillaire postérieure et la ligne rachidienne. Donc c'est pour pouvoir parler le même langage et donner, situer un petit peu les résultats à quel niveau pour qu'on puisse parler le même langage. Alors, la sonde qu'on utilise, bon là j'ai donné l'exemple d'une sonde qui est microlinéaire. Nous, on ne dispose pas de sonde microlinéaire, ils ont l'avantage d'être adaptés, vraiment très adaptés aux très grands prématuriers. Et comment on positionne notre sonde? Perpendiculairement à la côte, à l'espace intercostal, et de façon parallèle à l'espace intercostal. Et ceci pour toutes les parties et les régions du thorax. Alors, cette diapo montre ce qu'on trouve sur un poumon normal. Alors, ça, voilà. La partie toute supérieure, c'est le muscle et la peau. Puis, on aura les côtes qui vont absorber les faisceaux ultrasons, qui vont donner un condom postérieur, comme vous le constatez ici. Et puis, toute la sémiologie que je vais décrire par la suite réside à ce que le faisceau ultrason va rencontrer ce qu'on appelle la ligne pleurale. Cette ligne pleurale, je le rappelle, elle est faite de deux feuillets, un viscéral et un pariétal, qui sont séparés par un espace virtuel. Et une fois dépassé la ligne pleurale, les faisceaux ultrasons vont subir une réverbération, si bien qu'on observera des lignes qui sont parallèles à la ligne pleurale, qui sont équidistantes entre elles, et ces lignes-là, on les appelle les lignes A. En d'autres termes, si je mets ma sonde avec du gel, je le mets à l'air libre, je vais observer des lignes A, parce qu'il y a de l'air. En plus, sur un malade, on va observer la ligne pleurale. Et ça, c'est important tout à l'heure quand je vais parler du pneumothorax. En plus
des lignes A, il y aura ce qu'on appelle au niveau pleural le glissement pleural à l'inspiration et à l'expiration. Les deux feuillets vont glisser l'un sur l'autre et vous constatez sur ce côté-là qu'il y a la ligne pleurale, il y a les lignes A, le condambre postérieur, et ici, vous voyez en vidéo qu'il y a cette ligne pleurale qui danse avec les mouvements respiratoires, et on va vraiment prêter toute notre attention sur cette ligne pleurale pour voir est-ce qu'il y a un glissement, et les anglo-saxons parlent d'un sliding pleural. C'est important ce sliding parce qu'en absence de sliding, et j'anticipe, en absence de glissement pleural, on va être confronté au diagnostic de pneumothorax parce que les deux feuillets sont séparés par de l'air. On aura le même aspect quand l'image est figée, mais quand il s'agit d'une vidéo, on va voir que ça bouge. Alors, toujours dans le poumon normal, si on fait une coupe à ce niveau-là, en temps mouvement, ce qu'on va voir, c'est la ligne pleurale en temps mouvement, et ce qui vient au-dessus, et l'aspect de ligne A va se traduire par un aspect granulaire, et cet aspect granulaire témoigne d'un poumon qui est normal. Maintenant, le deuxième trait sémiologique, c'est les lignes B. Donc on était dans les lignes A, ça c'est conventionnel. Alors, les lignes B, ce sont des lignes qui émanent de la ligne pleurale, qui sont perpendiculaires à la ligne pleurale et qui vont jusqu'au fond sans interruption. Elles témoignent de quoi, ces lignes B? De la présence au niveau interstitiel et au niveau pleural, alvéolaire, de liquide. Donc quand il y a de liquide au niveau interstitiel et au alvéolaire, on aura ce qu'on appelle des lignes B. En d'autres termes, un poumon, quand il a un aspect normal, c'est un poumon avec une ligne pleurale qui glisse avec des lignes A qui sont parallèles entre elles et équidistantes. À mesure que le poumon, l'espace interstitiel et alvéolaire se remplit de liquide, on va voir apparaître des lignes B. Ces lignes B peuvent devenir denses, rapprochées, nombreuses, fusionnées, à tel point de donner un poumon blanc, avec disparition totale des lignes B, ce qu'on appelle une atteinte, ce qu'on appelle un poumon blanc. Et à l'extrême, quand il y a, tel qu'au cours d'une alvéolite infectieuse, le foyer alvéolaire, ou bien d'une athénoplasie, on va voir ce qu'on appelle des consolidations. On va le voir encore plus en détail. Donc, ça, c'est la sémiologie. Donc, ligne A, ligne B, glissement pleural, et ce sont ces repères qu'on va suivre tout au long du reste de la présentation pour la pathologie qu'on va rencontrer chez le nouveau-né. Alors, là, je montre un poumon normal avec un glissement pleural qui est avec quelques lignes B. Ça, c'est normal. Par contre, là, comme vous le constatez, et il faut avoir l'œil, certes, c'est un aspect normal, des lignes A qui sont parallèles, mais vous voyez bien que la ligne pleurale est vraiment, on dirait, encastrée et n'arrive pas à bouger comparativement à l'autre image qui est normale. Donc, on va dire que très probablement, et
entre les mains d'un expert, ça va être un pneumothorax. Et c'est sur cet aspect-là qu'on va pouvoir drainer, sans attendre la radiographie thorax. Il faut être sûr, évidemment, de son coup. En mode temps-mouvement, l'aspect granulaire, en dessous de la ligne pleurale, et là, vous voyez qu'il y a cet aspect qui est totalement différent, ce qu'on appelle un aspect en codabar. Ce sont des lignes parallèles entre elles, cet aspect qui n'est plus granulaire, et ça, c'est typique d'un pneumothorax. Donc un pneumothorax, c'est la perte du glissement pleural, c'est un aspect normal avec des lignes A, mais sans glissement pleural et avec un aspect de codabar. Exemple d'un pneumothorax qu'on a vécu dans le service, on nous envoie un patient de Gendoub avec cette radio-là, avec un pneumothorax qui est à droite. On fait l'échographie pulmonaire et on voit qu'il n'y a pas de ligne A, hein, ce qui est contre la présence d'air dans le pneumothorax. Et on voit plein de lignes B qui sont coadescentes. Quand il y a de l'eau dans le poumon, il n'y a pas de pneumothorax. Donc à droite, il n'y a pas de pneumothorax. On ne pouvait pas le drainer sur cette radio-là. Par contre, quand on a fait une échographie à gauche, on trouve cet aspect figé avec des lignes A de la ligne pleurale et cet aspect de codabar sur cette coupe-là qui témoigne de la présence d'un pneumothorax à gauche. L'échographie a été faite avant même la réception de la radio qui a été faite en réanimation, qui va montrer la présence d'un pneumothorax à gauche. Maintenant, je passe à la maladie des membranes hyalines. L'échographie a été comparée au gold standard et a montré qu'il y a une excellente concordance avec une excellente sensibilité et spécificité et des valeurs prédictives, positives et négatives qui sont parfaites. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Au plan physiopathologique, ce sont des alvéoles qui n'ont pas la possibilité, du fait du manque de surfactants, d'être recrutés. Il y a donc des alvéoles qui sont collabées et on a un aspect, des traits caractéristiques de la membrane hyaline. Tout d'abord, une ligne pleurale qui est épaisse, qui est irrégulière, avec un aspect qui est blanc du poumon et l'absence, ça c'est important, de ligne A, aussi bien au niveau du poumon, des deux poumons, que ce soit en antérieur, en intérieur, en postérieur. Ça c'est important. Et vous allez voir cet aspect irrégulier de la ligne pleurale qui est épaisse, qui est rompue par endroits, et ces lignes B qui deviennent très fréquentes, coalescentes, denses, pour donner un aspect de poumon blanc. Un exemple de maladie membrane hyaline, avec là, en plus, cette ligne pleurale qui est épaisse, mais avec des petites, ce qu'on appelle des petites consolidations qui sont sous-pleurales. C'est très typique. Un cas clinique d'un nouveau-né de 37 semaines qui est né pour prééclampsie sévère par césarienne. La maman n'a pas reçu de corticoïdes en anténatal, avec un poids de naissance de 2 kg. Il est transféré en réanimation, je pense à H4, H5, avec une détresse sévère. On fait une radiographie de thorax à 37 semaines. Bon, est-ce qu'on donne le surfactant? On ne donne pas. C'est quoi? 37 semaines, c'est pas l'âge habituel de la maladie membrane hyaline. Ça peut être tout, une alvéolite infectieuse. Puis quand on fait cette échographie pulmonaire, on trouve un aspect typique de maladie membrane hyaline, avec une ligne pleurale qui est irrégulière, qui est épaisse, un poumon blanc, et ça
1,9 kg, placenta prévia, avec l'ancien appareil, on voit ça, poumon blanc, aspect épais, irrégulier de la ligne pleurale. Voilà la vidéo. Voilà, donc je passe maintenant à la tachypnée transitoire du nouveau-né. Tout le monde, moi du moins, ce que je vois, ce que j'ai vécu, toujours dans l'interprétation de radio, il y a un petit peu pas mal de subjectivité. Ça, c'est le volume pulmonaire qui est réduit, qui n'est pas réduit. C'est une LMH stade 1, stade 2, stade 3. On donne pas de surfactant. Je trouve qu'avec l'échographie pulmonaire, on a des arguments solides et ça nous a permis de trancher est-ce que ou pas c'est une maladie membranienne et auquel cas est-ce qu'il faut ou pas donner du Curosurf ou du surfactant. Pour la tachypnée transitoire du nouveau-né, le même constat qu'avec la maladie membranienne, très bonne sensibilité, spécificité et concordance avec le gold standard radio associé couplé à la clinique. Alors, on peut avoir des poumons blancs, certes. La différence, c'est que la ligne pleurale n'est pas irrégulière. Elle est certes épaisse, mais on ne voit pas d'aspect irrégulier. Ça, c'est la première différence avec la maladie membranienne. La deuxième différence avec la maladie membranienne, c'est la présence par endroit de poumons normal, c'est-à-dire avec un aspect de ligne A parallèle entre elle et une ligne pleurale qui est bien délimitée, qui n'est pas interrompue. Et ça, c'est l'exemple qu'on a vécu tout récemment d'un prématuré de 29 semaines qui est né par césarienne pour prééclampsie et qui est admis pour une détresse respiratoire. Certes, on peut être tenté, il avait une détresse respiratoire, certes pas sévère, mais peut-être donné du Curosurf, c'est un grand prématuré. Là, ce n'est pas une maladie membranienne. On est sûr parce qu'il y a à la fois cet aspect de ligne B condensée, qui donne un aspect de poumon blanc par endroit, contrastant avec des plages qui sont saines. Et ça, ce qu'on appelle les anglo-saxons, en français, la traduction c'est du mot à mot, c'est le double lung point, le double point pulmonaire, c'est-à-dire la présence simultanée d'un aspect normal, d'un aspect de poumon blanc, avec l'aspect normal qui prédomine au niveau de la partie supérieure du poumon. Donc, c'est des aspects extrêmes de tachypnée transitoire du nouveau-né. Maintenant, pour l'alvéolite infectieuse. Alors, je reviens et l'échographie à elle seule, comme toutes les explorations, ne permet pas de trancher d'une façon catégorique sur la présence ou pas par exemple, d'une alvéolite infectieuse. Il y a tout un contexte, une amniase infectieuse, des signes. Mais cet aspect-là d'alvéolite infectieuse qu'on voit sur sur l'échographie pulmonaire, on ne les a pas sur la radiographie de thorax. Et là, c'est l'exemple de la ligne pleurale est tout à fait en haut, un aspect d'hépatisation du poumon avec un bronchogramme aérique, tout ce qui est des traits blancs, et un aspect irrégulier de cette zone d'alvéolite infectieuse. Et ce qui est caractéristique, c'est la présence, ce qu'on appelle, vous voyez là, ces petits points blanchâtres qui bougent avec la respiration, ce qu'on appelle un bronchogramme dynamique. Contrastant quand il s'agit d'une aténoplasie, tout simplement, il n'y a pas cet aspect de bronchogramme dynamique, cette mobilité des petits pointillés blanchâtres à l'intérieur. Le dernier exemple qu'on a vécu dans le service, d'une alvéolite infectieuse, ce bébé n'était pas bien, il était léthargique, mais sur la radio, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de foyer, et vous voyez là sur la ligne pleurale, il y a une interruption, un tout petit, infracentimétrique, d'une lésion, d'une consolidation qui est hautement évocatrice dans ce contexte
clinique qui évoque une infection. Alors, l'inhalation de liquide méconial, si on a un bébé post-nature avec un liquide teinté ou méconial, on va avoir un aspect de consolidation qui ne doit pas différer énormément de ce qu'on trouve dans, par exemple, une alvéolite infectieuse. La radio peut nous aider, mais dans le contexte, un aspect irrégulier, assez étendu et hautement évocateur dans ce contexte. On se dit, est-ce qu'il a inhalé? Il n'a pas inhalé. Quand il est en détresse respiratoire ou en absence de radio, on peut avoir la réponse très rapide. L'exemple est celui d'un nouveau-né de 37 semaines, souffrance fétale, 3,4 kg, liquide amniotique teinté, pas d'anamnèse infectieuse, souffrance sévère, voilà sa radio. Et vous voyez ces grosses consolidations qui témoignent de bouchons méconiales qui cadrent bien avec une inhalation de liquide méconial dans le contexte suivant. L'épanchement pleural, c'est pas nouveau parce que ça passe bien dans le liquide. Vous voyez que le poumon là flotte, ça c'est le cul de sac pleural, là c'est un épanchement pleural. Une atelectasie à l'inverse de l'inhalation méconiale ou bien de l'alvéolite infectieuse, les bords sont bien réguliers, c'est un aspect hépatisé. Voilà. Et puis, pour terminer, l'échographie apporte un aspect qualitatif pour répondre MMH ou pas, tachypnée ou pas, mais également elle apporte un aspect quantitatif. Et le score, le Lang Ultrasound Score, permet de dire, de scorer de 0 à 3 en fonction de l'importance de la présence de liquide dans les poumons, et en fonction de ces scores, ce n'est pas encore consensuel et développé, de dire avec un score, et pour chaque zone, on va donner un score dépassant un certain quota, on va donner ou pas de surfactant, on va suivre l'évolution et dire est-ce qu'il a besoin d'une deuxième dose de surfactant, est-ce qu'il a besoin d'augmenter le niveau, on a besoin d'augmenter le niveau de la PEP en fonction de l'importance de l'atteinte alvéolaire. Tous ces aspects sont en train d'être développés. Et pour terminer, d'une façon que j'ai emprunté donc, cette diapo à M. Corsini, qui est italien, il y a les personnes qui sont pionnières dans ce domaine-là, c'est les Italiens, c'est l'hôpital Clamart et les Australiens. Et on commence par poser la sonde dans les deux sens, perpendiculaire au code, parallèle à l'espace, et regarder bien s'il y a un glissement pleural. En présence de glissement pleural, on écarte un pneumothorax. Et on va analyser la ligne pleurale. Si elle est interrompue, irrégulière, épaisse, on s'oriente plutôt vers une maladie des membranes hyalines. On va évaluer également, bien sûr, l'état pulmonaire. Est-ce qu'il est blanc, il n'est pas blanc? Il y a des consolidations, il y a un aspect de ligne B qui est dense. Tout ceci va nous orienter pour dispatcher entre ces différentes pathologies allant de la maladie de membrane hyaline à l'alvéolite infectieuse, et en intégrant ces données avec le contexte clinique que nous vivons, en l'absence d'épanchement, de glissement pleural. Bien sûr, il y a le pneumothorax en tête de liste, mais ne pas oublier certaines malformations telles que une hernie diaphragmatique qui va donner un aspect un peu particulier, en l'absence bien sûr de glissement pleural, ou bien un épanchement liquidien pleural. Voilà, je vous remercie. Merci professeur Mur d'avoir partagé avec nous cette élégante expérience d'introduction de cette technique novatrice, non invasive, qui semble quand même améliorer de façon significative le diagnostic de la pathologie respiratoire de l'enfant, notamment en réanimation du malade, qui va certainement susciter une bonne discussion. Parce qu'on va
passer, on a une vingtaine de minutes pour discuter les 3 présentations. On va commencer peut-être par le poste sur la dilatation des bronches. La parole est à la salle, oui. Merci beaucoup. Je vous félicite pour l'étude réalisée dans votre service. Alors, je voulais savoir quelles étaient les étiologies retrouvées chez les enfants que vous suiviez par ordre de fréquence. Et quelle était la fréquence de la mucoviscidose à Casa Palestine? Merci. Les résultats sont biaisés chez nous, parce que c'est un centre de référence dans les déficits immunitaires. Comme vous imaginez que 40% c'est un déficit immunitaire. Aussi, c'est un centre qui a une des plus grandes séries de mucoviscidose. Et donc, on a je crois que la première étude de la thèse avait trouvé 12%, à peu près, 12-13%. Mais je crois que cette thèse remonte à 2020, mais je crois que le chiffre va augmenter. Bien, les autres étiologies sont en cours d'exploration. Nous avons presque 20% de corps étrangers. Alors, le reste, c'est une série de quelques cas de dyskinésie ciliaire, pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Puis nous avons ce grand problème de la confirmation, parce qu'il faut de monoxyde d'azote, tout ça, c'est pas encore disponible. Je ne sais pas si c'est disponible chez vous pour le diagnostic de la mucoviscidose. Enfin, bon, c'est cette histoire de biopsie nasale, biopsie électronique et tout ça. Voilà, donc ce sont les principales étiologies que nous avons, mais qui sont très biaisées par rapport à notre mode de recrutement. Vous imaginez que pour la dilatation de branche, par exemple, à l'âge de 1 an, de 2 ans, pour les agammaglobulinémies, nous sommes déjà en dilatation de branche bilatérale. 2 ans. Ciao. Le diagnostic à 6 mois. Merci. Cotrimoxazole, pourquoi vous l'utilisez systématiquement? Est-ce que vous ne faites pas de CBC avant de mettre ces enfants-là sous antibiothérapie adaptée? Et puis une autre question, concernant le DDB, j'ai vu que vous avez quand même pas mal de DDB post-corps étranger, post-inhalation de corps étranger. Est-ce qu'avant de les proposer en chirurgie, puisque c'est des DDB localisés, est-ce que vous faites une scintigraphie de ventilation et de perfusion pour évaluer le degré des dégâts? Ce que j'ai présenté, c'est une vision théorique. Je n'ai pas donné les chiffres de nos travaux. Et le cotrimoxazole, c'est ce qui est recommandé pour cette bronchite bactérienne prolongée. Bien, classiquement. Nous, on utilise très peu le cotrimoxazole dans les infections respiratoires, même si notre ministère de la Santé recommande le cotrimoxazole comme premier antibiotique quand il y a une polypénie. Donc ça, c'est la psy, classique psy, qui est de moins en moins suivie. Deuxièmement, oui, pour la chirurgie, on essaie toujours pour la dilatation de branche sur corps étranger, on essaie quand même d'avoir le stade 2 avec dilatation confirmée au scanner mais récupérable. Vraiment, on ne donne pas l'enfant rapidement à la chirurgie. Bien sûr, il faut des scintigraphies obligatoires. Et donc, en conservation de chirurgie pédiatrique, on essaie de trouver cette solution de bonne délimitation des espaces enlevés par la chirurgie. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Lors de notre pratique quotidienne en cabinet privé, nous constatons que la majorité des nourrissons et de la petite enfance font des bronchopnéumopathies, des rhinopharyngites à répétition. Et vraiment, c'est beaucoup d'épisodes. Il n'est pas encore guéri d'un épisode qu'il en attrape un autre. Alors, quand est-ce qu'on doit tiquer pour demander une TDM? Quand est-ce qu'on dit c'est quand même c'est dans les normes, il est en train de faire l'apprentissage de son système immunitaire
que connaît les différents germes, et quand est-ce qu'on se dit attention, ça peut être le début d'une DDD. Quand est-ce que demander d'abord un bilan de déficit immunitaire par des infections répétées surtout basses, plus de 4 par an? On accepte jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans, 4 par an, ça va pas grave. Maintenant, si elle se prolonge avec cette situation de taux grasse qui se prolonge, puis on prend une antibiothérapie 4 semaines, ça ne s'améliore pas, ça c'est qu'il faut faire la TDR. Quand ça se répète, même si ça répond à l'antibiotique, c'est taux grasse, c'est le deuxième. Bien sûr, cette histoire de bronchiolite sévère et qui continue à pousser après la guérison, après la sortie. Donc, au départ, il faut plutôt voir les infections respiratoires, est-ce qu'on fait un immunitaire? En règle générale, 4 infections. Mais quelle infection? 2 pneumonies en un an est un déficit en anticorps. Si vous avez 2 pneumonies, radiologie, en une année, 80% cet enfant n'a pas d'anticorps. Ou bien j'ai la seule, ou bien c'est en PG. Voilà. Moitié de la réponse. Merci. Est-ce qu'on va passer à la deuxième présentation? Le professeur a parlé sur les endoscopies en urgence en pédiatrie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je voulais poser une question d'ordre pratique. C'est pas parce que quand même, docteur Abkari, c'est un gastropédiatre. Quand on a un enfant qui a une dysphagie osseolite, mais il avale bien les liquides, est-ce qu'il faut demander un transit avant la fibroscopie ou est-ce qu'il faut demander la fibroscopie directement? Voilà, c'est une question vraiment simple. Excellente question. Bien sûr, il faut commencer par l'endoscopie. Ce n'est pas parce que je suis endoscopiste, mais une dysphagie, certes, elle reflète plus souvent une sténose, mais il peut être une œsophagite sévère qui peut donner une dysphagie et que les hématémèses ne sont pas encore extériorisées ou ayant passé inaperçues. Parce que rares les mamans, peut-être, ne prennent pas les vomissements brunâtres pour saignement. Donc, et le troisième motif pour lequel on doit commencer par l'endoscopie, c'est l'éventualité d'une œsophagite eosinophile. Donc il est préférable de commencer par une endoscopie. Si je trouve l'aspect normal, c'est œsophagite eosinophile jusqu'à preuve du contraire. Et à ce moment-là, c'est la biopsie qui va mettre en évidence des eosinophiles par champ supérieurs à 15, donc pour dire que c'est une œsophagite eosinophile. Sinon, si on trouve une œsophagite peptique du tiers inférieur sévère qui était à l'origine de cette dysphagie, un traitement médical s'impose et on n'aura pas besoin de TOGD ou d'exploration radiologique. Donc on s'arrête à ce niveau-là. Sinon, si on trouve une sténose, à ce moment-là, on doit évaluer la muqueuse en amont et d'ailleurs les confrères chirurgiens nous demandent toujours une fibroscopie avant de commencer une dilatation pour évaluer la muqueuse en amont. Parce que si on fait une dilatation sur un œsophage vraiment inflammatoire et ulcéré, on risque de perforer. Donc un traitement médical est toujours bienvenu au départ et après, une fois refroidi, à ce moment-là, on commence le programme de dilatation et après on complète par l'acte chirurgical pour le mycène, la fin de l'applicateur de mycène. Et récemment, il y a même un plan magnétique, etc., qui commence à prendre part sur la fin de l'applicateur de mycène, qui est beaucoup plus confortable. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? L'enfant, c'est à partir de quel âge on les observe? Et si on les observe, est-ce que c'est dans le cadre d'une pathologie importante sous-jacente? C'est en général le petit enfant ou grand enfant, c'est surtout le petit enfant qui a 35 ans. Et c'est des dilatations, on est reconnu par l'aspect verdâtre, bleuâtre, et qui surviennent souvent après la défécation, et qui sont plus nombreuses et qui font le pourtour, ils poussent le pourtour de l'anus.
Et il faut surtout tranquilliser le parent. En général, il n'y a pas de contexte particulier, donc c'est des dilatations qui surviennent et qui vont partir. Et il faut surtout savoir faire patienter les parents qui, dans l'inquiétude, poussent les parents. Parfois, ils font plusieurs consultations, ils ne sont pas convaincus. Et parfois, les parents ils prennent à tort comme des hémorroïdes, alors que les hémorroïdes chez l'enfant n'existent pas exceptionnellement. Voilà, justement. Comment faire la différence entre hémorroïdes et dilatation veineuse? L'hémorroïde, c'est douloureux. C'est douloureux et l'aspect des hémorroïdes, c'est beaucoup plus. La dimension est plus importante. Dilatation. C'est vrai que les dilatations veineuses, on a de toutes les couleurs. Souvent, c'est des petites dilatations de la taille des lentilles, il y a les pois chiches. Mais parfois, la dilatation est tellement importante qu'il comble l'anus et qui rappelle en quelque sorte les hémorroïdes vues chez l'adulte. Mais les hémorroïdes, ça reste une exception. En tout cas, moi, je ne vois pas. Et les dilatations veineuses sont indolores en général. Indolores. Et c'est question de temps. Il faut faire patienter les parents. Merci. On va passer à la troisième. Si vous voulez. Comme traitement, rien du tout pour la dilatation. Non, il n'y a pas de traitement particulier. C'est surtout jouer sur ce facteur, tranquilliser les parents et surveiller à des intervalles réguliers, et puis ça finit par disparaître. Merci. Voilà. Donc là, dans la pathologie respiratoire en réanimation. En pathologie parce qu'on a vu que c'est même parfois dans l'épidémie, c'était déjà, mais apparemment c'est vraiment quelque chose de très sensibilisé. Très élégant comme technique, non invasif, accessible, vraiment, vraiment ça m'a impressionné. Merci beaucoup, c'est très impressionnant. Ça me fait penser un petit peu aux hommes de la grotte de Platon qui voyaient le monde extérieur de manière tout à fait indirecte. Alors j'aurais quand même deux questions pratiques, si vous le permettez. D'abord, quelle est la fréquence des sondes que vous utilisez? Alors, si vous permettez, trois. La deuxième question, c'était est-ce que la fréquence des ventilateurs, des respirateurs que vous utilisez sont un artefact? Et la troisième, est-ce que vous pensez qu'on pourrait, donc en pédiatrie de ville, faire le diagnostic d'une infection pulmonaire à partir de l'échographie? Voilà, merci. Dernière question. En fait, évidemment, en pédiatrie de ville, aux urgences déjà des hôpitaux, si on a un échographe, on a vraiment une rapidité déconcertante pour savoir, pour un enfant, ça, déjà, je parle de l'anonymat, mais c'est déjà validé chez l'enfant en pédiatrie, chez l'adulte, de savoir s'il y a un foyer de pneumonie. Et là, on utilise, parce qu'on est dans un service de prévention polyvalent, on hospitalise des bronchiolites, des pneumonies, etc. Et ça nous rend un grand service pour savoir, déjà, est-ce qu'il y a un foyer ou pas, et sur la radiographie thorax, on voit un foyer, est-ce qu'il est antérieur ou postérieur. Là, avec l'échographie, on peut le délimiter exactement. La fréquence, plus ils sont petits, il faut que ça soit une bonne fréquence, de l'ordre de 8, 9, 10, 12, ça peut aller jusqu'à 20 MHz. Et la fréquence du respirateur n'intervient pas parce que, déjà, comme preuve, il y a des nouveau-nés qui sont ventilés à haute fréquence par respiration, c'est-à-dire de l'ordre de 7 Hz, c'est 400-500 cycles par minute. On peut voir exactement le même parce que ça n'interfère pas. Ah voilà. Juste Donc, en première, est-ce qu'on, dans tous les centres de néonatologie, ça existe ou pas? Bon, c'est mon cheval de bataille. Mohamed est là présent, chez le service de texte, peu importe. Les néonatologues, on est parti pour faire une présentation et son équipe a commencé à s'y mettre et ça va rendre beaucoup de service.
l'échographie. Mais en fin de compte, comme on nous a fait la démonstration dans le service, c'est vrai que les collègues qui sont avec moi, au mois d'octobre, se sont mis à avoir leur propre dojo et à faire. Et c'est vrai que ça améliore nettement la prise en charge parce que ça permet de prendre une décision très rapide. Même si dans le service, je veux dire, c'est difficile d'avoir l'échographie, on a normalement la radio avant, mais la radio, il faut savoir qu'il faut faire l'image, on peut transférer alors que, alors que vraiment avec l'échographie très rapidement, et ça a permis pendant quelques mois, depuis que ça commence à se mettre en place, d'améliorer les applications, les prescriptions de surfactants et vraiment de prescrire là où il faut. Donc vraiment bravo à Tunisie, à Khaled, mais juste, je n'ai sûrement pas compris tout à l'heure, tu as dit italien et tu as parlé de France. Anne Leclerc, c'est le chef service et italien, c'est pour ça qu'il t'a parlé de Antoine Leclerc. Moi-même j'avais fait tout là-bas. Donc c'est Daniel De Luca qui est italien mais qui est en France. C'est partout maintenant, la France n'aime pas, mais c'est en français. Voilà. Oui, il y a une question pour la surveillance. Est-ce que ça peut remplacer les gaz du son pour la surveillance d'un enfant en ventilation assistée? Le gaz du sang, non. On ne peut pas détecter une hypocapnie ou une hypercapnie. C'est-à-dire que ça peut aider à changer de constante, voir l'évolution. Ça peut aider énormément pour améliorer l'oxygénation et savoir quel degré de niveau de PEP on doit imposer. Et on peut savoir sur tout d'abord si on est, je dis n'importe quoi, un petit niveau de PEP. Et puis on augmente, on va voir que le poumon va être recruté, on va apparaître. De ligne B, on va passer aux lignes A, et on peut savoir s'il y a un épanchement gazeux intra-thoracique qui commence à apparaître ou pas, parce que c'est très, très sensible. On a un petit décollement au niveau du sommet droit ou du sommet gauche, mais pour la gazométrie, non, ils sont complémentaires. Bonjour. Donc là, c'est des signes, ce que vous faites là, c'est des signes médiateurs, c'est les grands d'ombre. Là, c'est un obstacle pour les autres organes, pour visualiser les autres organes. Alors là, vous faites le diagnostic avec les grands d'ombre, c'est ça? Avec des signes indirects. C'est des signes indirects. Les grands d'ombre, ça veut dire qu'il y a de l'os. C'est les côtes. Et quand ça passe entre les deux côtes, quand ça passe, en fait, ça va être arrêté par l'air pour un poumon normal. Et donc, ça va donner des réverbérations qui vont se traduire par des lignes A. La présence d'une atteinte alvéolo-interstitielle, ça va se traduire par des lignes B. Et tout se résume à présence ou pas de ligne A, à présence ou pas de ligne B et leur importance. Et puis à regarder la ligne pleurale, parce que c'est anatomiquement, elle va être réfléchie par le faisceau d'ultrason, va détecter la ligne pleurale. Ah, est-ce que cette ligne pleurale bouge ou pas? Tout se résume sur ces trois piliers. Voilà. Et c'est des petites sondes, c'est des petites pour les nous fonder. Ouais. Pour un adulte comme moi et vous, de sondes qui sont peu de fréquence basse. C'est des sondes linéaires ou linéaires. C'est à haute fréquence, c'est ça? À haute fréquence, ouais. Et quand vous suspectez, par exemple, un pneumothorax, est-ce que vous faites en plus une radiographie vous intervenez directement? Au départ, oui, parce qu'on n'avait pas confiance. On était en cours d'apprentissage. Maintenant, oui, maintenant, on fait un drainage thoracique avant même sans radio. Alors, sans faire de radio. Alors ça, nous sommes 6 personnes. Il y a ceux qui maîtrisent, ceux qui croient encore à la radio. Je suis encore c'est un cheval de bataille, c'est pas tout. À titre d'exemple, à Clamart, ils ont pratiquement oublié qu'est-ce qu'une radiographie thoracique. Tu vois les grands prématurés, pour chercher dans leur dossier est-ce qu'il y a une radio, ils peuvent ne pas la trouver, parce que c'est un remplacé
littéralement et complètement cette irradiation. Vous avez parlé donc d'échographes de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout ce qui est Doppler, pulsé, couleur, ça c'est basique. Actuellement, dans les appareils, tout ce qui est harmonique, tout ce qui est... non, on a besoin d'un bidimensionnel et d'un temps augmentaire. Et c'est pas de couleur. Et pour les 3D, par exemple, vous avez... Aucune expérience. On ne dispose pas d'un... Vous n'allez pas voir encore mieux avec les 3D. Je suppose. Mais les enseignements actuels sont faits pour homogénéiser la prise en charge, diffuser l'information, c'est tout ce qui est en train d'être fait avec bidimensionnel. En sachant que nous, on ne remplace pas nos radiologues. Non, pas du tout. Le radiologue ne va pas se déplacer à 3 h du matin pour vous faire le diagnostic de telle ou telle pathologie. Non, c'est ce qu'on appelle le POCUS, Point of Care, intéressant, et c'est d'apporter une réponse rapide, précise, pour une question précise et concise, avec l'échographie, qu'elle soit pulmonaire, cardiaque, transfrontalière, abdominale. C'est ça, actuellement, on passe vers cette façon de raisonner. Avec surtout là, des sondes qui sont portables, on peut avoir téléchargé l'application sur notre téléphone portable et sur un lieu d'accident de la voie publique, s'il y a une rupture de la rate ou pas, s'il y a un écho périphérique ou un pneumothorax traumatique, dans les ambulances, on peut faire le diagnostic de telle ou telle urgence. C'est ça, on parle de stéthoscope, de nouveau stéthoscope. Et pour est-ce que vous faites un balayage dans tout le thorax? Oui. Donc ça demande beaucoup de temps. Ça doit demander beaucoup de temps. Non, c'est si on un balayage de temps. C'est-à-dire coupe ici, rapide, là, ça demande, on a chronométré parce que ça a fait le sujet d'une thèse, ça demande 3 minutes entre les mains et l'extérieur. Et chez les grands? Oui, ça a commencé par les grands. C'est depuis 1975 que les adultes, là, ils font que l'échographie. Ils sont en avance par rapport à la réa néonatale et pédiatrique. Une pléopathie, par exemple, peut l'avoir chez vous? La même cellulologie que je viens de décrire est valable à tout âge. Donc ça peut remplacer définitivement le paradis. Oui, mais il faut vraiment bien apprendre pour ne pas, parce que l'application thérapeutique est importante. Je crois que ce n'est pas demain la veille, c'est une technique qu'on vient d'introduire, elle est très élégante, je pense qu'elle est appelée à se développer. Et rendre un service, l'échographie devient maintenant un acte clinique. Donc on va remercier les orateurs, l'assistance, et puis on les invite à la pause et puis la reprise à 15h15.